c'est que dès que vous avez un incinérateur qui est construit, eh bien, il faut que vous trouviez un certain nombre de décharges. Alors, la première décharge que vous allez avoir, ben, vous la connaissez, celle-là. C'est votre dépotoir respiratoire, celui que votre atmosphère. Ça, c'est la première. Par la cheminée, tout s'en va. Une bonne partie. La deuxième décharge que vous allez avoir, c'est une décharge de classe 2, c'est-à-dire celle que vous avez, donc, vous en avez sur Maurice, donc vous en avez sur Maurice, donc ça, c'est une décharge de classe 2. Pourquoi il faut une décharge de classe 2? Parce que dans les incinérateurs, tout ne passe pas. Il y a des refus d'incinération, il y a des fois ça ne marche pas, des fois il y a des pannes, il faut ressortir tous les produits, il faut les mettre de côté, donc il faut avoir une décharge à côté qui sert effectivement d'appoint par rapport à l'incinérateur. Vous l'avez compris dans mon explication, vous avez une décharge de classe 1, celle-ci pour mettre notamment les produits toxiques de fumée. Donc décharge de classe 1, je ne sais pas pour l'instant si vous aviez ça sur Maurice, je ne sais pas. Donc quand vous aurez ça, il en faudra une, ça c'est clair aussi. Ensuite, vous avez les mâchères. Alors ceux-là, c'est comme les ménagères souillonnent qui, lorsqu'elles passent le balai, eh bien, elles poussent la poussière sous le tapis, vous voyez. Et là, généralement, en France, le tapis, c'est le tapis en macadam des autoroutes. Quand on construit de nouvelles routes et des autoroutes, on va mettre les mâchères dessous. Et quand il commence à pleuvoir là-dessus, eh bien, on sait par les lixiviations, par tout ce qu'il peut y avoir, que ce n'est pas aussi neutre qu'on veut bien le dire. Et puis enfin, tout au bout, là, on se rend compte, bon, le bioprojecteur est faiblard là au niveau de ses piles, il rend plus les bleus et tout ça, il est rouge, hein, je crois que ça c'est une rivière, une belle rivière. Et quand on a un incinérateur qui marche sous solution de fixation des fumées sous ambiance humide, ça arrive, hein, alors on injecte à l'intérieur des fumées pour capter notamment les métaux lourds et ce qui reste. On va injecter dans les fumées, comme ça, une solution liquide qui est chargée notamment de différents sels particuliers qui, par leurs caractéristiques électriques, vont attirer sur elles les différentes substances pour éviter qu'elles ne partent plus loin. Si on a un incinérateur comme ça, eh bien, il va falloir trouver derrière, quand on récupère cette eau, eh bien, une station d'épuration ou bien un endroit où on peut effectivement rejeter ça. Alors là aussi, on n'est pas bon. Parce que vous avez compris, si on capte ces substances, on ne veut pas qu'elles aillent dans l'atmosphère, eh bien, c'est pas terrible quand ça va dans une station d'épuration, bien que ça part effectivement dans le cours d'eau. Ah, je me suis quand même permis de le faire, parce que on me demande de faire pas mal de milliers de kilomètres, là, et puis ils ont insisté, hein, je vous assure. Et puis moi, j'avais mon emploi du temps, je n'arrivais pas à caler ça, bon, ok. Alors on y a été quand même. Et j'ai dit, si je vais là-bas, parce que j'ai entendu, j'ai regardé un petit peu Internet, on parlait toujours des normes européennes. On construit un outil sur les normes européennes. On va prendre les normes européennes, c'est les plus strictes, c'est celles qui, effectivement, sont les meilleures et tout. Alors je me suis dit, bon d'accord, mais il faut quand même que je leur mette un petit peu ce que c'est que les normes européennes. Donc si on prend les normes européennes, elles sont traduites par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, qui est relatif aux installations d'incinération. Donc ça, c'est clair. Donc j'ai pris finalement, dans cet arrêté 2002, tous les chiffres que l'on a, c'est-à-dire les limites au-delà desquelles on n'a pas le droit d'aller. On doit rester en dessous de ces limites pour avoir un incinérateur qualifié de propre. Donc ces chiffres qui sont interdits de dépassement au niveau européen, je les ai pris, je les ai diminués de 0,1, et puis effectivement, je les ai appliqués à la capacité de l'incinérateur de 300 000 tonnes prévu dans le projet. Eh bien, voilà ce que ça donne. Si je l'applique au projet de la chaumière, ça vous donne, donc, admettons qu'il soit propre. Donc, ça va vous donner un rejet annuel de 360 tonnes d'oxyde d'azote, 90 tonnes de dioxyde de soufre, 15 tonnes de monoxyde de carbone, 18 tonnes d'acide chlorhydrique, 18 tonnes de composés organiques volatiles, 3 tonnes de poussière et d'hydrocarbures polycycliques aromatisés, 900 tonnes de métaux lourds, 900 kg, pardon. 300 kg d'acide hexafluorhydrique, 180 kg de cadmium et de mercure gazeux, et quand même ici 1,65 g de dioxyde. Donc voilà, ça c'est le chiffre d'un incinérateur propre qui est juste en dessous des normes européennes. Il faut le savoir. Un incinérateur propre, ça n'existe pas.
Alors évidemment, quand on balance tout ça dans notre petit bocal, hein, notre petite pellicule qui est autour, merci pour la planète, et puis autour de ça, ben, il ne faut pas oublier que lorsque vous aurez un incinérateur de 300 000 tonnes, vous rejetterez 270 000 tonnes par an de CO2, de dioxyde de carbone, qui aujourd'hui est visé pour préciser le réchauffement de notre planète. Hein? Voilà, c'est tout. J'ai essayé d'être clair là-dessus. Alors, bien sûr, l'autre point, c'est là qu'on arrive à ce niveau, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris qu'un incinérateur, c'est un disperseur. Hein, c'est quelque chose qu'on fait pour disperser au mieux dans l'environnement les choses. Et dans les environnements, vous avez différentes organisations vivantes. Vous avez d'abord les végétaux. Donc, ces produits vont partir dans l'atmosphère, et par la pluie et tout le reste, ça va retomber sur les végétaux. Mais ça va être très dilué, dispersé. C'est vrai. Et lorsque vous allez prendre 1 kilo de végétaux, et que vous allez mesurer les métaux lourds ou les dioxines, vous allez trouver des quantités infimes au départ, toutes petites. Vous direz, vous voyez, c'est propre, c'est même pas possible quasiment de montrer, on trouve ça à l'état de trace. Seulement la nature, elle n'est pas faite comme ça, mesdames et messieurs. Ça, c'est vraiment le problème. C'est que les végétaux, ils sont là pour rentrer dans la chaîne alimentaire et pour être consommés par des mangeurs de végétaux. Ça peut être des animaux herbivores ou des végétariens, ou bien alors, ouais, donc vous voyez un petit peu, qui vont effectivement manger ces végétaux. Eh bien, vous comprenez bien qu'en mangeant ces végétaux, même en partant de l'insecte, qui va remonter tout cela, eh bien, les produits qui se trouvent éparpillés là-dedans, ben, ils vont se retrouver là-dedans. Et si je prends 1 kilo de consommateurs de végétaux, je vais voir que la concentration en produits, ben oui, comme ils sont beaucoup moins nombreux et qu'ils en ont pris sur une grande surface, eh bien la pollution interne de l'organisme va être beaucoup plus importante. Et ces consommateurs de végétaux, ils vont être consommés par des prédateurs, lesquels prédateurs, bien évidemment, récupérant tout ce qui est en bas, eh bien, vont avoir une contamination encore plus forte. Et si je prends un super prédateur, j'arrive là, j'aurai une concentration encore plus forte. Et puis si j'arrive au-dessus, ben souvent, ben, l'homme en l'occurrence, qui va servir pour consommer des animaux qui sont en bout de chaîne ou tout cela, eh bien lui, par contre, il va récupérer le maximum de la pollution, effectivement, qui aurait été reconcentrée à l'intérieur, effectivement, de la chaîne. C'est que là, vous avez une pyramide alimentaire inversée. Là, vous avez une chaîne trophique traditionnelle. Et là, vous avez une pyramide inversée qui vous montre, effectivement, que la pollution des organismes est inversement proportionnelle, en fait, à ce que l'on a au départ. Alors, cet effet-là, qui fait passer les polluants de l'un à l'autre, eh bien, on appelle ça l'effet sauterelle. Alors, c'est pas gentil pour les sauterelles, ça c'est vrai, quoi. Je pense que pour elles peut se poser des questions. Mais toujours est-il que cet effet sauterelle, on l'a vu notamment à Minamata, au Japon. Vous avez vu cette ville de Minamata où ils avaient ce problème-là. C'est-à-dire que tous les gens de Minamata, dans le village, on avait à peu près 70% de morts. Ça n'a été lié à quoi? Ben, tout simplement, il y avait une usine qui rejetait des quantités conséquentes, effectivement, de mercure dans la baie. Alors, du mercure en quantité très diluée. On ne pouvait pas voir. Évidemment, les végétaux qui vivent dans la mer, le plancton, le phytoplancton, a fixé ce mercure. Ensuite, les mangeurs de phytoplancton ont consommé ce plancton. Ensuite, les mangeurs de mangeurs, et ainsi de suite. Et finalement, au bout du compte, les pêcheurs, eux, ils ont récupéré la totalité des substances qui étaient rejetées par l'usine, ont fait des maladies absolument terribles, et on a les 3/4 de la population qui ont passé. Mais ça, c'est vraiment l'exemple au niveau mondial qui illustre le dessin que je vous ai fait là. Mais sachez bien qu'au niveau de toute dilution de pollution, que ce soit dans l'eau ou dans l'atmosphère, c'est exactement pareil. Donc, dans notre bocal, ne jetons le moins possible. Faisons en sorte de trouver des solutions technologiques, tout ce qu'on veut, pour faire en sorte qu'on arrive à confiner tout ça, ou on arrive à faire autrement.